La notion de disruption ne serait-elle pas l'objet d'abus de la part des analystes de l'économie et de la technologie en particulier? Et à force d'abus, ne serions-nous pas en train de nous abuser nous-mêmes? Alors que les échos semblent s'émouvoir de la volatilité du business généré par les licornes et que celles-ci semblent devoir même être remplacées par des centaures, il n'est peut-être pas inutile de se poser la question de savoir si nous ne sommes pas entrés dans une bulle d'innovation marquée par la correction des valeurs de la technologie et un retour à des critères plus traditionnels. À moins qu'à ce débat du pour ou du contre l'existence de la disruption, il faille répondre qu'il est trop tôt pour se prononcer. Je vous propose ce billet de réflexion, sans prétention, avec quelques références à des sources et ouvrages que j'ai trouvés intéressants. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing, je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, disruption. Quel regard devons-nous poser sur l'innovation ? Avant d'aller plus loin, je précise que le terme de disruption est un barbarisme couramment utilisé et nous renvoyons donc à notre article sur l'hypercorrection au cas où cette note ne suffirait pas. Alors, bulle ou pas bulle ? Si d'aucuns crient à la bulle d'innovation depuis bien longtemps, force est de constater que tout le monde n'est pas toujours d'accord. J'ai trouvé intéressant de revenir sur un article d'il y a quelques années à propos de ce sujet, que met en avant si bien Joan Jacobs dans son article « Are we in a disruptive bubble ?» Où sommes-nous dans une bulle de disruption ? Dans ce dernier, elle explique le rôle de l'innovation de rupture dans les marchés contemporains. Elle y argumente sur le fait que la disruption n'est pas qu'affaire de mode et qu'il s'agit de quelque chose de plus profond. En examinant de près ce que l'on peut dire à propos de la stratégie de rupture ou de disruption, c'est au choix, je remarque que le buzz généré par ce phénomène tape tous azimuts. Celui-ci provoquerait un effet auprès des entreprises et de leurs employés avec de l'automatisation à tout va et probablement la disparition de quelques métiers. Deuxièmement, une intégration de l'innovation productive qui a permis à quelques sociétés de se réinventer. Troisièmement, un mimétisme entre les systèmes et les organisations en réseau. Quatrièmement, de profonds changements sur les marchés traditionnels, comme par exemple dans la banque avec quelques années d'avance, nous l'avions indiqué sur Visionary Marketing il y a à peu près 10 ans. Mais cela et la performance spectaculaire de certaines sociétés qui se sont imposées en quelques années au point de semer la panique sur leur marché et de provoquer des réactions de défense, comme c'est le cas avec Airbnb en ce moment, aussi bien à New York qu'à Paris, certains observateurs maintiennent que nous nous trouvons face à une bulle d'innovation. Et ces mêmes observateurs de faire remarquer que les attentes qu'ils ont envers ces innovations de rupture sont démesurées par rapport à ce qu'elles pourraient apporter. Et quand il y a une attente supérieure à ce que l'innovation peut fournir, il y a déception, au sens français du terme. Comme ce que décrit Gartner dans son Hype Cycle, avec ce que le groupe d'analystes américains nomme le creux de la déception, a trough of disillusionment. Je compare ici dans l'article le Gartner Hype Cycle des technologies de 2008 et celle de 2021, et on verra au passage que beaucoup de tendances de fond des années 2000 sont passées complètement à la trappe pour être remplacées par d'autres innovations plus à la mode, avec les NFT au sommet de la folie du moment, et sans le Web3 d'ailleurs, on remarquera, dans ce Hype Cycle de 2021, probablement que Gartner l'avait zappé, même s'ils ont écrit un bon rapport sur lui, que j'ai commenté d'ailleurs un petit peu plus tard. Alors, voyons comment on peut aller au-delà du buzzword de cette stratégie de disruption. En réalité, la stratégie de disruption n'est pas une tendance, ce n'est pas non plus un buzzword que l'on utilise au détour d'une réunion de planning stratégique, ni une façon de positionner une marque sur le marché, explique en substance Joan Jacobs. Il n'y a de vraies ruptures, selon elle, que celles qui découlent de la convergence de 3 éléments. Premièrement, les technologies émergentes. Deuxièmement,
le changement des besoins des clients. Troisièmement, la disponibilité des ressources. C'est la convergence de ces trois ingrédients qui fait, selon elle, de la disruption une réalité, une fiction. On pourrait cependant faire entrer dans cette recette quelques additifs de poids. Une part de marché significative, au point de peser sur les acteurs historiques en grand public. Pour qu'une part de marché soit stable, la barre est placée à 20%. Les produits dominants se plaçant souvent à 70 ou 80% sur les marchés mûrs. Une valorisation qui ne repose pas que sur la valeur boursière, par nature volatile et spéculative. Les récentes licornes s'étant fait sanctionner par la bourse. Elles étaient valorisées jusqu'à 50 fois leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas raisonnable. La capacité, enfin, à marquer durablement un marché en changeant les pratiques, les modes d'achat, voire la société et les modes de vie. Et l'on pourrait encore ajouter la capacité à survivre à une re-régulation du marché, comme cela a été le cas pour le e-commerce avec Amazon. La firme de Seattle, par exemple, vendait sans TVA jusque 96 au Royaume-Uni, un peu plus tard en Europe. La re-réglementation n'a pas fait disparaître Amazon, bien au contraire. Une deuxième étape dans cette re-réglementation est l'application de la TVA aux sous-traitants des places de marché, qui ne fera pas non plus disparaître Amazon. Ces dernières années, nous avons vu l'apparition de nouveaux entrants sur des marchés que l'on pensait stables et saturés. Airbnb est entré dans les premiers rangs, c'est Johann Jacobs qui parle en 2015, en termes de capitalisation du marché hôtelier, et Uber a représenté le service de location de voitures avec chauffeur ayant la croissance la plus rapide au monde. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? On observe donc un retour à la réalité du terrain dans le secteur de la high-tech. Fini les valorisations sans sous-jacent, enfin, peut-être. Passage, la disruption, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors la question se pose, donc, avons-nous tendance à exagérer l'innovation ? Václav Smil, le célèbre auteur de Numbers Don't Lie, répond sans embâche que nous nous trompons. Selon lui, la période la plus innovante de l'humanité a été 1880. Je cite Václav Smil. Selon les adorateurs du monde digital, la fin du XXe siècle et les 2 premières décennies du XXIe nous ont apporté un nombre sans précédent d'inventions profondes. Mais c'est un malentendu catégorique, car la plupart des avancées récentes sont des variations de 2 découvertes fondamentales plus anciennes, les microprocesseurs et l'exploitation des ondes radio qui font partie du spectre électromagnétique. Je cite donc Václav Smil, Numbers Don't Lie, à la page 97. Selon Smil et d'autres, nous vivons peut-être dans un cadre qui traduit une floraison d'innovation, une accumulation de gadgets plus ou moins importants ou distrayants, mais dont nous ignorons l'importance des innovations sous-jacentes. Pour reprendre de façon volontairement parcellaire sa démonstration, nous nous émerveillons de nos petits téléphones ordinateurs, mais omettons de prendre en compte l'importance des travaux de Nikola Tesla, à qui nous devons la domestication du courant alternatif, contre Edison qui lui était le défenseur du courant continu. Tesla est mort dans les dettes et l'anonymat, mais sans lui, pas de gadget. Au passage, pour les amoureux de la littérature, je recommande Moon Palace de Paul Auster, dans laquelle justement Nikola Tesla fait une petite apparition vers la fin de sa vie. Je n'ai pas vérifié si ce qu'il nous raconte dans le livre est vrai, mais c'est tout à fait probable. Bon nombre des innovations que nous utilisons sont certes fabuleuses, et je ne cesse d'ailleurs de m'émerveiller sur tous ces outils de communication que nous utilisons. Vous avez vu mes articles sur Nebo ou la reconnaissance vocale que j'utilise depuis 20 ans. Mais constituent-elles pour autant des innovations de rupture ? Nous avions déjà évoqué ce thème avec Alain Lefebvre et il me semble important d'y revenir. Relire cet article de 2015 aujourd'hui, alors que les nuages s'amoncellent sur les valeurs de la tech, est intéressant. Où en sommes-nous de la disruption à l'heure où la principale bataille semble se jouer sur des valeurs hautement plus stratégiques comme le blé, les hydrocarbures et le nucléaire. Et ne croyez pas que je m'en réjouisse. En 2015, de Dropbox à SurveyMonkey, en passant par la secrète Palantir Technologies, qui est beaucoup moins secrète aujourd'hui, et l'audacieuse SpaceX, nous disait Johann Jacobs, toute une série d'entreprises disruptives
redéfinissait la manière dont les organisations communiquent, recherchent et développent des produits. Déjà à cette époque, 2015 apparaît bien lointain, elle combattait l'idée que nous vivions dans une bulle d'innovation. À tout le moins, reconnaissait-elle, une bulle de l'hyperbole de la disruption. Plus de 25 ans après le développement du web marchand, nous avons pourtant le recul nécessaire pour voir ce qui a vraiment changé sous l'impulsion de ces entreprises de la disruption. Et le résultat est sans doute plus mitigé que ne veulent l'admettre aussi bien les détracteurs de l'innovation de rupture que ses défenseurs les plus actifs. Soucieux néanmoins d'instruire le dossier à charge et à décharge, je me suis penché sur les deux côtés de l'équation. Les signes de l'évidence de la disruption, d'abord. Selon Eric Van Susteren, le responsable de la stratégie Brand Content de Momentive, qui est l'éditeur de SurveyMonkey, il existe 5 preuves de l'existence de cette disruption. Premièrement, la grande démission, qui serait la preuve d'un changement réel et profond, même s'il n'est pas seulement le fait de la technologie. Deuxièmement, cette même grande démission aurait mis au premier plan les attentes des employés dans les domaines de la diversité, l'égalité de chance et l'inclusion. Troisièmement, une majorité des nouveaux achats IT auraient été sourcés, vous me permettez cet anglicisme, chez de nouveaux fournisseurs. Quatrièmement, près de la moitié des consommateurs américains déclareraient acheter davantage en ligne aujourd'hui, même si le boom du e-commerce semble terminé, y compris dans les innovations de paiement qui ont fait long feu. Le boom de l'utilisation du digital ne se dément pas, avec des consommateurs sans cesse plus enclins à utiliser des services en ligne. Mieux encore, McKinsey nous prouvait dès 2019 que le rythme de la disruption s'accélérait dans ce rapport « Naviguer dans un monde sans rupture ». Dans cette étude, l'analyste américain, je fournis le tableau, indiquait les secteurs où l'intelligence artificielle avait le plus de chances de créer de nouveaux usages. Je vous laisse lire ce rapport. D'ailleurs, j'ai mis le lien vers le rapport complet. Mais que restera-t-il de tout cela dans quelques années? Une fois le Covid oublié et les armes au fourreau, qu'adviendra-t-il de la grande démission? Les exodes des néo-ruraux vers les campagnes, comme je les observe autour de moi en Ariège en ce moment, dureront-ils? J'en doute un peu. Il faut se donner du temps pour observer. Et comment les exilés dans les lointaines banlieues vont-ils survivre au travail à distance au long cours? Si j'en suis un adepte depuis 32 ans, je ne suis pas pour autant certain que tout le monde soit capable de suivre le même rythme. Et que ferons-nous de ce boom de l'IA, noté par McKinsey dans son rapport, qui a accéléré la disruption alors que l'on voit que le concept déjà fait moins recette et commence à lasser tout le monde, y compris ses acteurs? C'est dommage d'ailleurs, c'est en ce moment que ça se passe. Comme souvent en innovation, c'est toujours au moment où on arrête de s'y intéresser qu'il se passe vraiment des choses. Bref, comment fait-on la différence entre la disruption et la non-disruption? Comment évite-t-on, pour reprendre l'expression de Joan Jacobs, cette hyperbole du discours sur la disruption? J'entends déjà des commentateurs nous dire que tout cela, on s'en moque, c'est de la théorie, ce qui importe, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et pour les rassurer, je leur dirai que je suis d'avance d'accord avec eux. Peu importe que l'on soit dans un moment où une innovation de rupture fait rage, c'est l'avenir qui nous le montrera. Et même, l'histoire aura son mot à dire. Si, par exemple, on nous abreuve dans la presse d'informations apocalyptiques sur la disruption apportée par la livraison à domicile et leur impact sur les modes de vie, nous informe-t-on que ces pratiques sont les héritières de traditions bien plus anciennes, il y en a même qui sont remontées jusqu'à l'âge de bronze. Cela étant dit, nous avons quand même besoin de décrypter les innovations. Prenons le cas du Web 3, cité plus haut dans ces colonnes. Le débat fait rage. Des experts avisés, non des moindres, nous annoncent que la blockchain n'est autre qu'un mensonge, et finalement, qu'elle n'est rien d'autre qu'un tableur glorifié. Je cite Nouriel Roubini, Le grand mensonge de la blockchain 2018. Il n'est pas surprenant, disait-il, que chaque fois que la blockchain a été expérimentée dans un cadre traditionnel, elle ait été soit jetée à la poubelle, soit transformée en une base de données privée à autorisation, qui n'est rien de plus qu'une feuille de calcul Excel ou une base de données au nom trompeur. D'autres, non moins avisés, nous enseignent au contraire qu'il s'agit d'un changement majeur, d'une rupture fondamentale. Et là, je cite notre ami Frédéric Cavazza de CISC qui
documente beaucoup ce sujet du Web3 et on l'en remercie. Alors je cite Frédéric, le Web3 n'est pas un concept vaporeux, c'est une vision qui englobe différents principes reposant sur des pratiques et des technologies autorisant de nouveaux usages. C'est dans son livre blanc CISC 2022. Et notons que Gartner se situe au milieu du gué avec un oui mais dans un dossier bien construit que je vous conseille, et je vous donne le lien. Certes, la blockchain n'est qu'une des composantes du Web3, mais non des moindres. Alors qu'y croire ? Comment le béotien peut-il naviguer dans ce monde de rupture, pour paraphraser le cabinet de conseil américain cité plus haut ? Et ne serions-nous pas tous devenus des béotiens dans un monde trop compliqué pour que nous puissions le comprendre ? Je me suis demandé plusieurs fois ces temps-ci si le monde était véritablement devenu compliqué ou si c'était juste nous qui compliquions les choses afin qu'elles soient plus compréhensibles, à moins que Google ait fait de nous des crétins, comme l'a écrit Nicholas Carr dans Is Google Making Us Stupid ? Cela m'a rappelé une conférence du regretté Bernard Stiegler qui nous a hélas quittés l'an dernier. Sa réflexion de fond sur la prolétarisation de la société, on devrait peut-être parler de pronétarisation, taper dans le mille, même si la solution qu'il proposait était plus nébuleuse. Nous avons perdu la clé de la compréhension du monde qui nous entoure. Et encore une fois, c'est Václav Smil qui remet les pendules à l'heure. L'ermite du Manitoba, c'est un État en Canada, rejoint le philosophe français d'une manière un peu différente. Il commence par faire remarquer à quel point les experts, entre guillemets, que nous avons entendus ces dernières années ont montré des degrés de spécialisation tels qu'ils n'étaient pas capables de nous aider pour faire face à la pandémie que nous avons traversée. Selon l'auteur canadien, si ces experts ont mis si longtemps à se mettre d'accord sur une chose aussi simple que le port d'un masque, c'est qu'il y a une explication sous-jacente. Je cite Smil. Les explications de ce déficit de compréhension vont au-delà du fait que l'étendue de nos connaissances encourage la spécialisation, dont le revers est une compréhension de plus en plus superficielle, voire l'ignorance, des éléments de base. Et contrairement à ce qui se passait dans les villes en voie d'industrialisation du 19e et du début du 20e siècle, les emplois dans les zones urbaines modernes se situent essentiellement dans le secteur des services. La plupart des citadins contemporains sont donc déconnectés non seulement de la façon dont nous produisons nos aliments, mais aussi de la façon dont nous construisons nos machines et nos appareils. Václav Smil, How the World Really Works, 2022, à la page 3. Tout cela résonne également avec le fameux Bullshit Jobs de David Graeber, qui lui aussi nous a quittés l'année dernière, et c'est également dommage. La sentence de Smil sonne juste, mais pas seulement pour décrire notre ignorance du monde dans ses composantes principales. La prolétarisation frappe aussi les experts de l'innovation, du web, du digital, de l'économie et l'analyse des technologies dites de rupture. Je ne sais si Roubini a raison, ou si au contraire les aficionados du Web3 ou de la prochaine mode de la high-tech remporteront la bataille. Probablement qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Et le temps long de l'innovation est tel qu'il n'est pas impossible que nous devions attendre une ou deux bonnes décennies avant de connaître le fin mot de l'histoire. Je rappelle, parce qu'on m'a posé la question de savoir si ça s'appliquait à l'automobile, et simplement j'ai cité, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'âge d'or de l'automobile électrique, 1890-1900, oui, vous avez bien entendu, 1890, pas 1990, avec le record de la jamais contente, qui a dépassé pour la première fois les 100 km/h. À Saint-Germain-en-Laye, vous pouvez encore voir la stèle un peu à l'ouest de la station d'épuration dite d'Achères, mais qui en fait c'est sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye. Bon, donc quand je dis des décennies, en fait il faudrait dire peut-être un siècle. Il en va ainsi de la disruption, et je mets des guillemets de manière tout à fait intentionnelle, si l'on m'avait demandé, du temps où j'avais créé internet-banking.com, si la banque sur Internet allait disrupter, toujours des guillemets, le secteur bancaire, j'aurais sans doute répondu oui, et pour cause, cette perspective me faisait vivre. Et qui plus est, je le pensais sincèrement. Près de 30 ans plus tard, la réponse serait beaucoup plus nuancée. Toutes les néobanques, ou presque, ont été mangées par de grosses institutions, et même si de nouvelles se sont créées, on attend tous de savoir combien de temps elles survivront. Et dans le même temps, alors que Chris Skinner
annonçait des fermetures de banques en pagaille il y a près de 10 ans, la réalité a fini par rattraper bon nombre d'établissements bancaires aujourd'hui. D'ailleurs, ils nous ont pas cru quand on l'a lu, Chris Skinner, ils nous ont pris pour des idiots. Mais bon, après tout, il y a que les imbéciles qui se trompent jamais. Il y a donc bien eu disruption, entre guillemets, mais pas au moment où nous nous y préparions, ni de la manière que nous avions envisagée. Si disruption il y a eu dans le domaine bancaire, et ce n'est que le début, c'est le fait plus large de l'automatisation, un mouvement universel qui touche toutes les professions et qui est lié à une tendance naturelle de nos sociétés depuis les fameuses années 1880, celle de Václav Smil. Partout où une machine peut faire le travail, pourquoi le donnerait-on à un humain qui coûte cher et en plus se plaint que le travail est pénible, donc comme ça on lui enlève, il se plaint plus. La réponse à cette question, disruption ou non disruption, n'est pas triviale, et elle est aussi et surtout affaire d'appréciation et de temps. La seule chose qui est certaine donc, et c'est ma conclusion, c'est que la prolétarisation, au sens de la perte de compréhension du fonctionnement des choses, tel que l'a expliqué Stigler, que nous vivons, ne va pas aider au décollage des innovations dans les années à venir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.